premier, on va revisiter un petit peu les 15 étapes du Seder, qui sont d'après les maîtres de la pensée juive un véritable crescendo de croissance d'un individu dans son rapport à Dieu, dans son rapport à la vie. Donc on verra à la fois la dimension halachique pure et dure pour réviser un petit peu la halachot, et on essaiera de montrer quelle est la pensée juive qui jaillit à partir de ces halachot. C'est le premier volet. Et deuxième volet, on va poser des questions extrêmement pertinentes sur la Haggadah, de façon à donner encore une lecture assez profonde. Voilà. Alors, je commence. Donc, vous savez, on a l'habitude de chanter cette fameuse chanson Kadesh, Uchat, Kapas, Yachat, Magid, Rorza, Oti, Matza, Magid, Korer, Shulchan, Oretz, Safun, Barer, Alel, Nirza. On a ici les 15 étapes. 15 étapes. On est en 15 Nissan, les 15 étapes du Seder. Maintenant, je vous l'ai dit, je commence par la dimension halachique et je vous montre quelle est la superposition au niveau pensée juive. Kadesh, en hébreu, correspond au Kiddush, comme n'importe quelle fête du calendrier. Il est toujours initié par des mots importants, Kiddush, et sur lesquels on va lever un verre pour donner de l'importance à nos paroles. Lever un verre, c'est l'importance à nos paroles. Alors maintenant, cette fois-ci, c'est pas que le... Oui, tous les trucs, c'est motivé. Kadesh, donc Kiddush. Kiddush, c'est l'idée d'initier, de rentrer dans le temps en question avec un verre de vin. Ce verre de vin est partagé par tout le monde. Pour une fois, normalement, c'est le maître de famille qui en a un. Et là, chacun aura son petit verre de vin. Idéalement, on boit du vin. La quantité, c'est 8,6 cm3. Ça veut dire à peu près un peu moins qu'un tiers d'une canette de coca, 33 centilitres. Donc, divisé par 3, normalement, vous avez plus que la quantité qu'il faut. Et on va faire ça 4 fois. 4 verres de vin de 8,6 cm3. Ceux qui n'arrivent pas à boire du vin peuvent couper avec du jus de raisin ou carrément faire 0 vin et 100% jus de raisin. C'est pas grave. En tout cas, bon, l'idéal c'est le vin, mais ceux qui ne supportent pas, c'est pas grave. Donc 4 coupes de vin. Kadesh. À quoi correspond le Kadesh? C'est la velléité de tout un chacun de se hisser vers quelque chose de transcendantal. La volonté de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu est quelque chose qui peut frapper n'importe quel individu dans sa vie. Pas forcément besoin d'avoir à passer, que Dieu préserve, par un cimetière ou par un hôpital. Il y a des personnes qui ont comme ça un éveil, une volonté de se rapprocher d'Hachem parce que finalement ce monde tourne trop en rond. Donc on a besoin de se hisser vers quelque chose de plus haut. Ça c'est donc la notion de Kadesh. Le Kadesh débouche sur Uchat. Au niveau halachique, ça donne quoi? On va se laver les mains, 1, 2, 3, droite, 1, 2, 3, gauche, sans bracha, parce qu'on s'apprête à tremper un bout de céleri amer dans de l'eau salée. Et ça, n'importe quel solide dans l'année qui est trempé dans un liquide mérite un Etiyat Yadayim avant, comme si on allait faire motzi, comme si. Maintenant, c'est quoi l'idée? Kadesh Urchatz, on se lave les mains. Si tu as une velléité de spiritualité, il faut que tôt ou tard elle se cristallise dans un acte de déconnexion, tu vas te laver. Ouais, si tu décides de te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, évidemment, il faudra peut-être penser, un de ces quatre, à arrêter d'aller fréquenter des restos pas cachers. Ça peut être penser, un de ces quatre, à fermer la boutique Shabbat. Ça peut être penser, un de ces quatre, à réfléchir à la notion de mikvé. Bref, tu peux pas être un exalté de Dieu, parler de Dieu de façon exaltée, et dans les faits, il n'y a rien qui se passe. Donc tôt ou tard, cette velléité de spiritualité, rappelez-vous ce que disait Malraux, le 21e siècle sera religieux ou ne sera pas. Il y aura tôt ou tard cette soif d'eux. Cette soif d'eux doit se cristalliser pas simplement dans une émotion, mais dans un acte précis, qui s'appelle Uchat, tu te laves. Et ce lavage, on l'a dit, débouche sur le fait qu'on va tremper la feuille de céleri dans de l'eau salée, qui exprime normalement l'amertume d'Égypte, mais dans notre pensée en question là, ça veut dire que quelque part tu réalises que finalement se déconnecter de ce que tu faisais jusqu'à présent a quelque chose d'amer. Pas jouer à cache-cache avec soi-même, c'est quand même plus sympathique. Un Baal Tshuva passera toujours par cette phase. Imaginons qu'il ne respectait pas Shabbat, il s'est mis à respecter de façon scrupuleuse Shabbat. Je ne peux pas imaginer
qu'un individu dans les Shabbats d'été, qui jusqu'à présent faisait soit les soldes de Shabbat, soit aller au club de tennis piscine ou de squash ou de paddle, j'en sais rien, je ne peux pas imaginer que cette personne vive de façon ultra zen ses premiers Shabbats d'été. Où jusqu'à 23h15 tu touches pas à ton portable, il n'y a pas de WhatsApp, tu sais pas comment occuper le temps, c'est complexe. Donc c'est évident qu'il y a quelque chose d'insipide. Je suis pas en train de dire qu'il faut revenir en arrière, Chazé Shalom. Mais si tu n'as pas réussi à donner un contenu très fort à ton Shabbat et un sens très fort, d'une certaine façon tu restes avec un petit arrière-goût. Ouais. Ok, je vais continuer à le faire, mais c'est vrai que finalement je n'y arrive pas à puiser dans mon Shabbat. Même si je prends une superbe Keila et des super Tamrout, c'est pas autant nourrissant que les expériences émotionnelles que j'avais avant. Enfin, tôt ou tard, par le biais d'études, par le biais de la compréhension, par le biais d'un travail personnel, comprendre que finalement, c'est infiniment plus jouissif que les soldes ou que le club de j'en sais rien. Mais il faudra tôt ou tard travailler sur soi-même, c'est pas si évident. Kadesh ou Khatz, Karpas, céleri, débouche ensuite sur Yachatz, quatrième étape. Yachatz, c'est le moment où le chef de famille va prendre la matzah du milieu, il y a une matzah en haut, une matzah au milieu et une matzah en bas. Il prend la matzah du milieu, il la coupe en deux parties inégales. Il met de côté la grande partie qui va servir de dernière bouchée d'afikoman pour la fin du repas. Et la petite partie, il la met entre les deux grandes matzot. Donc il aura un triptyque ici, matzah du haut, demi-matzah du milieu et matzah du bas. Ça c'est la lacha. Quel est le sens profond qui se dégage de ça? Yachatz en hébreu vient de khatz. Khatz, ça veut dire couper en deux, moitié. En fait, c'est le ressenti du Baal Tshuva qui sent qu'il abrite à l'intérieur de lui un schisme. De quel schisme on parle? Il y a le avant et le après. Et le avant, je ne respectais pas. Maintenant, je respecte. Mais pour l'instant, c'est pas quelque chose d'harmonieux. Je vis pas ça de façon harmonieuse. Et donc ça, c'est compliqué pour lui. Et comme il ne vit pas de façon harmonieuse, alors à partir de ce moment-là, il faut trouver une solution pour être aligné avec soi-même, pour être en accord avec soi-même. La seule solution qui existe, c'est la cinquième étape qui s'appelle le Maguid. Le Maguid, donc c'est le moment où on va commencer à raconter toute l'histoire de la sortie d'Égypte avec deux paramètres essentiels. On commence Matrilim Bignut ou Mesaimim Beshvar. On commence par évoquer les parties sombres de notre histoire pour finir en apothéose vers la louange d'Akadosh Baruch Hu du fait qu'il nous a sortis d'Égypte. La première grille de lecture, premier paramètre, c'est on commence du point le plus bas vers le point le plus haut. Deuxième chose, sous forme de question-réponse, c'est le récit, Maguid. Maintenant le Maguid en hébreu, on avait fait un cours la semaine dernière, on avait parlé de ça, en disant que Maguid, ce sont des paroles percutantes qui doivent t'amener à te chambouler. Où est-ce qu'on trouve des paroles percutantes dans l'année qui te chamboulent? Soit en écoutant les politiques, mais ça c'est un autre problème. Soit en pénétrant le texte, en se confrontant au texte, c'est-à-dire à essayer de comprendre ce que Hachem attend de moi. Quel que soit le support, qu'il s'agisse du Chumash, qu'il s'agisse de la Lacha, peu importe quoi, mais essayer de réfléchir au sens des choses. Et c'est ça qui petit à petit me permet de rentrer en osmose avec la pratique religieuse, qui pour l'instant a été vécue, on est obligé de le dire, comme une forme de carcan, petit à petit devient harmonieux. Harmonieux, oui. Je vous le dis, c'est important de vivre les choses bien. Il y a très très longtemps, il y a quelques années, une femme m'avait demandé après un chiour, elle m'a dit voilà, j'ai décidé de me couvrir la tête parce que j'ai vu un rave qui m'a dit que c'était très dangereux, que ça risquerait de faire du mal à mes enfants. Donc quand il m'a dit ça, j'ai craqué, évidemment, je me suis... Et là maintenant, en fait, j'ai jamais digéré. Je dis, mais je comprends. C'est pas ça qui doit vous motiver à vous couvrir la tête, madame, désolé. Enfin, c'était un petit peu... Je dis, je suis désolé, mais c'est pas des façons. Ouais, on n'est pas dans une secte avec des gourous, ouais, c'est pas comme ça. On fait pas du chantage au guéhinum. Ouais, parce que c'est la façon la plus catastrophique de pénétrer la Torah. Ouais. Fais Shabbat, sinon t'auras le cancer. Non mais ça va pas ou quoi? Non mais désolé, il y a plein de discours sur la lettre qui sont de ce genre. Ah bah il est mort, c'est normal, il respectait pas Shabbat. Ouais, bah, non mais désolé, hein, je ne fais que citer malheureusement. Ouais, bon, donc c'est assez catastrophique cette façon.
la Torah qui est une Torah de construction, qui doit s'adapter au monde de l'individu. Ça veut pas dire qu'on fait rien, mais ça veut dire qu'il faut petit à petit pouvoir digérer les choses. Donc les choses que tu vas faire de façon bancale, de toutes les façons, tu paieras la génération d'après. Parce que les enfants perçoivent que tu vis la chose pas de façon harmonieuse. Donc tu es une super anti-pub pour la Torah. Tu es la meilleure anti-pub. Vous savez, des fois, ils font des concurrences comme ça, Pepsi et Cola. Ouais. Il y a des notions comme ça de... faut démolir l'autre. Tu veux bien détruire la Torah, fais les choses de façon rama, comme ça. Ouais. Bien rama, j'ai bien les... Ah, Shabbat arrive. Ouais, d'abord, il y a déjà le son de la cloche de Shabbat. C'est les cris, branchez la plata, le truc, le truc, ça c'est... Donc c'est extraordinaire si vous voulez dégoûter un enfant de Shabbat. Bref, donc je dis que c'est ça en fait l'idée. Le Maguid, il est là pour donner du sens. Et quand il y a du sens, le ta'am, le sens veut dire aussi le goût. C'est pas anodin. C'est pas homonyme en fait. Parce que lorsque tu as du sens, ça donne du goût. Parce que tu es en phase, parce que ta sphère charnelle et ta sphère intellectuelle et ta sphère émotionnelle fonctionnent en symbiose. C'est ça qui est important. Donc ça c'est le Maguid. Et tant qu'on n'est pas passé par le Maguid, quelque part on est en mode décalage. En mode non, comment on appelle ça? En bois là, c'est le contreplaqué. Le contreplaqué. C'est pas du bois. C'est du contreplaqué. On a mis des couches comme ça, mais c'est pas quelque chose qui est harmonieux. Attends, encore, je répète, où est le Maguid? Le Maguid, il est dans une étude de la Torah qui t'amène à du sens. Ce n'est pas simplement la connaissance de la halakha, je répète. C'est comprendre le sens des choses. Et c'est pas, excusez-moi, avec un cours d'Afyomi, d'une page qui est magnifique, encore une fois, qui permet de baliser énormément de connaissances, qu'un individu va comprendre le sens de la vie. Il va accumuler plein de connaissances et c'est génial, mais c'est pas de cette étude dont je parle. C'est une étude dans laquelle tu vas être confronté à une vraie réflexion. Et tu vas peut-être même opposer ta vision de la vie, ta vision de la liberté avec le texte de la Torah. Et c'est là que ça va devenir intéressant. Parce que tu sais pertinemment que le texte de la Torah est la parole divine couchée sur un texte. Donc il faudra comprendre pourquoi tu n'arrives pas à être calibré avec ça. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'en fait tu vas petit à petit créer ce chamboulement. Parce que tu penses bien qu'en fait ce que tu as sous les yeux c'est forcément quelque chose de vrai. Sauf que ça cloche. Et tu vas te battre avec le texte et plus tu te battras avec le texte, plus finalement tu vas comprendre que tout ça est harmonieux. C'est comme ça qu'on crée la tâche. Donc je répète, Kadesh, Urchat, Karpas, Yachatz, Maguid. Et après ce Maguid, quand on aura fini de raconter, d'étudier, de comprendre toutes ces zones d'ombre, de lumière, tout ça, alors là on peut envisager Rortza, un deuxième Netiat Yadayim, cette fois-ci avec Bracha. C'est quoi l'idée? C'est que jusqu'à présent, j'ai abandonné un système de pratique, de non-pratique, pour un système de pratique qui s'est avéré relativement insipide. J'ai donné du sens. Maintenant, les choses sont plus harmonieuses. Si elles sont plus harmonieuses, je peux maintenant refaire un tri dans ce que je fais, mais qui sera avec Bracha. C'est un Netiat Yadayim, donc je fais ce qu'on fait avant un moti classique. Mais là, il y a une Bracha. Pourquoi? Parce que finalement, j'ai plus de lucidité. Et donc, ce Uchatz va déboucher ensuite sur les deux mitzvot liés au matzot. Voilà, je vais prendre, si vous aviez, on va faire comme ça, 1, 2 et 3. Imaginez que ce soit des matzot, ça, ok? Un peu original au niveau de la forme, ouais. Comme les assiettes, ils mettent des fois des assiettes comme ça, rectangulaires. Je fais les matzot en mode Raider, ouais. Non, c'est plus, c'est Twix. Non, désolé, ouais, je suis de la vieille époque, désolé. Ouais. Les autres, ils ont découvert mon âge maintenant. Donc j'ai 3 en fait non, j'ai pas 3 matzot parce qu'il y en a une qui est cassée en 2, ouais, ici. Voilà mon panier, enfin mon... Alors regardez. Ouais, j'ai des doigts, bah au Shem. Alors hop, je fais comme ça. Celle du bas, je la mets entre le petit et l'annuaire. C'est l'annuaire, ouais. Ensuite, entre l'annuaire et le majeur, et entre l'index et le majeur. Pareil, les 3. Donc je tiens mes matzot comme ça, ok? Et là, je vais faire 2 brachot, parce que je vais faire à la fois le motzi classique de n'importe quelle fête. Quand tu es à Shavuot ou à Sukkot, tu as aussi 2 chalot. Ouais, pour faire motzi sur 2 chalot, qui rappelle l'idée de la manne, pareil que Shabbat d'ailleurs. Comment?
Ouais, parce que t'as des tout petits doigts. Demande à ta femme de faire des crêpes dorénavant, des bonnes crêpes bretonnes, ouais. Alors, donc, vous avez compris. Je mets dans mes doigts comme ça, donc je vais faire Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, Hamotzi lecha min haaretz. C'est le moti ultra classique. Et qui doit se faire sur 2 chalotes entières, donc 2 matzot entières. Or là, j'en avais une qui était un petit peu tordue, celle qui était cassée en 2. Donc je suis obligé de garder celle du bas qui me sert de support pour 2 pains complets, 2 matzot complètes. Une fois que j'ai fini de dire Baruch Ata Hashem Hamotzi lecha min haaretz, je lâche celle du bas. Bon, alors si vous faites ça avec la matzah, elle va se casser. Ouais, elle va se casser la pauvre. Si vous faites ça avec la matzah, vous ne le faites pas avec la matzah, vous la posez quoi. Il ne vous reste plus que 2. Vous avez 1,5 maintenant. Celle du haut et la moitié. Alors celle du haut, là vous faites Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, Asher kideshanu b'midotav etzivanu, al achilat matzah. Et là je vais pouvoir manger, donc je vais couper un bout de la cassée et un bout de la pas cassée. Je mange et je distribue à tout le monde comme d'habitude. C'est bon ou pas? Donc chacun aura un morceau de la pleine et un morceau de la cassée et il pourra manger. À ce moment-là, donc chacun va manger. Alors pour les grandes matzot, shmurot, rondes, il faut prendre un quart de cette matzah pour avoir le kazaït. Pour les carrés, il faut prendre un tiers et vous aurez un kazaït. Et on doit le manger, ce kazaït, donc cette portion-là, il faut la manger forcément accoudée. Pareil pour les 4 coupes de vin, on les boit accoudées. Si vous ne mangez pas accoudé, Aouda, on reprend. Ouais, donc n'oubliez pas. Maintenant, accoudé, il ne faut pas être stressé dans la coudée. Ça veut dire l'idée, c'est par exemple si je suis assis. Ouais. Alors c'est intelligent d'avoir le siège d'une autre siège ici et de se mettre comme ça par exemple, en mode détente. Ouais, c'est en mode PDG si vous voulez. Ouais. Alors il n'y a pas le cigare. Mais c'est vraiment ça. Maintenant, vous pouvez mettre aussi des coussins, des gros coussins. L'idéal, le top niveau, mais ça, tout le monde n'a pas forcément le budget, c'est, vous savez, les sortes de petits canapés mode Astérix, des romans. Vous voyez, des trucs comme ça, donc ils sont rallongés, ça c'est le top. L'idée, c'est de sentir une liberté, voilà. Ouais. Maintenant, ouais, si vous sentez que vous êtes complètement tordu avec votre cou, vous n'arrivez pas, non. Vous essayez de trouver une position qui est agréable, toujours du côté gauche, pour ne pas avoir des problèmes d'inversion entre le canet et le vachette, entre la trachée et le, je sais pas comment ça s'appelle, ouais, canet vachette. L'œsophage, merci, canet l'œsophage, merci. Donc ça c'est la façon. Donc je répète. Quelle est la raison du côté gauche? Pour ne pas qu'on se... Ah, c'est à côté. Ouais, c'est médical, c'est tout. Ouais. Médical. Sinon l'inverse, le clapet peut... Shalom. Toujours gauche. Ouais. Donc pareil pour l'autre, pardon? Même un gaucher, ouais. Même un gaucher. C'est pas... Ouais. Maintenant, regardez. Quelle est la symbolique de tout ça? On a dit, j'ai réussi à me laver les mains avec bracha parce que maintenant j'arrive à être plus clair. Avec tout ce changement de panorama, ce changement de pratique, changement de non-pratique. Là maintenant, j'aborde la phase du motzi. Motzi en hébreu, c'est sortir, extraire. C'est aussi, je me trouve. Vous savez, j'arrive à me retrouver, j'arrive à être enfin aligné avec moi-même. Pas que ça, je peux dire aussi matzah. Matzah, c'est il a trouvé. Ça veut dire que jusqu'à présent, quand j'ai entamé ce cheminement spirituel, je saoulais tellement mes parents qu'ils commençaient à en avoir marre de sans arrêt mes exigences au niveau Shabbat et au niveau Kashrut et au niveau trempé. Ouais. Donc on me traitait du Rabbi Jacob de la famille. Mais attention, l'attitude des parents est tout à fait compréhensible parce que les parents sont toujours garants et soucieux du bonheur des enfants. Et les parents, ont parfaitement perçu que l'individu qui commence en religion n'est pas une personne épanouie pour l'instant. Il est en mode tâtonnement. Et comme les parents sentent que l'enfant tâtonne et est plutôt instable, ils ont tout à fait le droit de dire que, je sais pas, on te sentait beaucoup plus épanoui à l'époque. Ouais, quand elle est avec tes copains, à droite, à gauche, on sent qu'elle est beaucoup plus de vie. Et donc on est inquiet. Et si l'enfant répond, non mais taisez-vous, vous avec vos coquillettes au jambon là, il a tort. Je fais plusieurs fois des cours à des balais de cheval en disant, vous avez tort. Pas parce que tes parents mangent du porc qu'ils n'ont pas le sens de la vérité et le sens de l'épanouissement. C'est pas lié. Alors, malheureusement, ils mangent encore du porc, mais ça ne veut pas dire que c'est des personnes totalement déséquilibrées. Ils ont des problèmes. Enfin, ils ont des problèmes, ils ne sentent même pas qu'ils ont des problèmes.
Mais ça ne fait pas de eux des personnes disqualifiées, Chas Shalom. Et donc je leur dis toujours, mais accueillez ce qu'ils vous disent. Pas méchant. Pas forcément méchant. Alors, je ne parle pas des parents dysfonctionnels, mais des parents normaux sont des gens gentils. Donc tu dois écouter, comprendre et être capable de dire oui c'est vrai. Pour l'instant je n'arrive pas encore à trouver mes zones d'épanouissement, mais je sens que c'est une lumière vers laquelle je me dirige. Et j'escompte tôt ou tard sentir cet épanouissement. Il faut être honnête avec ses parents, avec tout le monde d'ailleurs, pas que avec ses parents, mais encore plus avec ses parents, il faut être honnête. Et être capable aussi de flatter ses parents en leur disant, c'est vrai que je m'achemine vers quelque chose qui n'est pas ce que j'ai vu à la maison, mais ma boussole essentielle, c'est ce que j'ai appris à la maison. Si j'ai une telle attrait de la Torah, peut-être parce que vous m'avez donné le goût de la vérité. Mais il faut être capable de dire ça à ses parents, parce que c'est vrai, c'est pas parce que c'est pas de la flatterie. C'est vrai. Ouais, si un enfant qui a une recherche de vérité, ça tombe pas comme ça. En fait, il est tombé dans une marmite, c'est qu'en fait, il a vu une certaine forme de probité, une certaine forme d'authenticité chez ses parents. Alors, ils n'ont pas connu la Torah, les mitzvot et tout ça. Donc, ils vivent un trip. Mais tu peux tomber sur des gens qui sont d'une honnêteté scrupuleuse, qui pourraient donner beaucoup de leçons à beaucoup de gens très 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 religieux. Vous comprenez ou pas? Et ça a un poids aussi. Alors ok, au niveau de la sphère de leur relation avec Hachem, ils mangent du porc, mais t'as vu comment ils se comportent au niveau relationnel? Pourquoi ne pas aller apprendre de chez eux? C'est quoi? Parce que la personne il mange du porc, donc il est forcément disqualifié? Non! Hachem ne disqualifie pas comme ça les gens. Comment tu te permets toi de le faire? Je t'ai pris pour le ministre de l'immigration d'Akadosh Baruch Hu, quoi. Ce juif oui, et ce juif non, mais tu t'es pris pour qui? C'est quoi ce délire? Enfin, qui t'es pour pouvoir jauger? Tu n'en sais rien, donc apprends tout. Donc ça c'est vraiment le point essentiel. Motzi, je me trouve, et Matzah, tes parents qui te décriaient jusqu'à présent, ton entourage, les cousins, les trucs, les copains, disent waouh, finalement, Mendy, moi je trouve que finalement ça t'a réussi. Ouais, donc tu as une approbation de l'extérieur, Motzi Matzah. Motzi Matzah, ensuite Matzah, on va déboucher sur la mitzvah du maror. On va faire sur le maror, al-achilat maror, cette fois-ci on le mange non accoudé parce qu'on évoque les zones d'ombre, l'esclavage. Maintenant, que vient faire ce maror? On avait déjà fait du karpas. Karpas était l'expression de la difficulté de l'Égypte, là aussi. Alors pourquoi deux fois? Parce que là maintenant, on est beaucoup plus clair sur ce qui s'appelle mes vraies zones d'ombre dans mon existence. Avant, je fonctionnais en mode avant-après, comme White Righteous. Comme si le avant, on pouvait l'enterrer. Non, on ne peut pas l'enterrer. Le avant, il y a eu un monde total. J'ai vécu des choses, j'ai vécu un monde émotionnel, et donc il faut que j'y réfléchisse. Quel est le véritable maror de mon existence et quel est celui qui n'est pas un maror d'existence? À tel point que je suis capable ensuite de déboucher sur le korer, c'est le sandwich, entre la matzah et le maror. Ça veut dire que je viens réhabiliter tout le maror de mon existence dans ma vie actuelle. C'est ça en fait l'idée. On ne peut pas effacer un vécu d'un individu. D'ailleurs c'est très intéressant au niveau biologique. Ouais, les cellules enregistrent tout. Quand tu attrapes une cellule au niveau biologique, tu peux savoir tout ce qui s'est passé chez un individu. C'est très intéressant, ça veut dire que ce qui se passe, c'est même imprimé dans tes cellules, tout ton passé. Tout ce qui s'est passé dans ta vie. C'est marqué là-dedans. Ben, encore plus au niveau nafshi, au niveau de ton âme, qui capte beaucoup plus les choses. Donc ce que tu as vécu, tu as vécu. Ouais, il disait par exemple, Ravolb, un truc très intéressant. Les personnes qui ont eu, moi ça m'est arrivé une seule fois parce que j'étais pas trop mordu de ça, mais il y a des personnes qui étaient des fous de foot, enfin de matchs de foot, pas à la télé, je parle au stade. J'avais des copains une fois en terminale, ils m'ont dit écoute, faut que tu viennes et tout, donc ils m'ont traîné au stade Vel, là-bas, au stade Vélodrome, pour voir un OM Bordeaux, je me rappelle. Pour voir un peu l'ambiance de ce qu'est un match de foot. Je connaissais pas du tout, je pas entré. Bon, je suis là-bas, j'étais très choqué parce qu'en fait c'était vraiment le migvé des gros mots. Je suis tombé dans le migvé, j'étais vraiment hyper choqué, mais je voyais, il y avait une ambiance incroyable. Bon, maintenant, quelqu'un qui adore ça, voilà, qui adore ça, ouais, et qui rentre dans le monde de la tchouva, il faut tôt ou tard qu'il trouve un pendant de ça. Parce qu'il a tellement été fasciné par ça, tu veux pas le faire rentrer dans la tchouva maintenant, tu comprends maintenant, je fais tchouva, ouais. Ouais, c'est pas ça. Tu peux pas, tu comprends pas. Donc ça c'est le point. Ça veut dire que il faut tôt ou tard être capable de mettre ce sandwich, c'est la matzah avec le maror, et là je le fais accouder du coup. C'est pas à moitié accoudé, non. C'est-à-dire que j'ai compris en fait que toutes les expériences par lesquelles je suis passé ont fait de moi ce que je suis.
même les expériences sombres, complexes, les claques, les déroutes, ouais, tout ça, c'est moi. Donc c'est cette lucidité du korer. Donc on est Motzi Matzah, Maror, Korer. Et le korer ensuite débouche sur Tsafoun. Shulchan Aruch, pardon, ouais, j'ai oublié. Enfin la table, pardon, ouais. Je vois que vous dormez pas. Ouais. Alors juste une petite remarque au niveau culinaire. Préparez des salades, mais faites-les pour le lendemain, enfin pour le midi, quoi. Pas pour le soir. Le soir, en fait, on a une mitzvah de manger la ficomane. Pas en mode, bon, il n'y a pas le choix, il faut manger la ficomane. Il faut avec appétit. Presque le même appétit qu'on avait pour manger la première kazek. Ouais, donc c'est pas la peine de charger. Ouais, pas besoin de poisson. Ouais, donc un petit peu de viande et ciao, quoi. Ciao, minimum. Ouais, ça va, dites-moi merci, mesdames. Je veux dire, je suis en train de vous. Éclatez-vous pour le lendemain avec plaisir, mais vous mettez des salades, alors les salades on les prend avec la matzah et on tapisse et vas-y, et encore un petit peu de recette, ouais, et après t'as plus de place, donc t'arrives à la si tu dors pas, t'arrives à la ficomane, t'en peux plus, alors c'est pas bien, il faut vraiment la manger avec appétit, à la sova, ça veut dire il faut sentir que, waouh, comme tu verrais un éclair au chocolat, ouais, il y a toujours la place pour un éclair au chocolat, et bien pareil. Maintenant, c'est quoi l'idée de Shulchan Aruch? Quand tu as fait toutes ces étapes dans ta vie, tu peux avoir Shulchan Aruch, ça veut dire tu peux t'asseoir à table, c'est-à-dire j'ai l'assise de mon existence. Je suis quelqu'un d'assis. Assis, ça veut dire je suis stable, j'ai une contenance, je ne suis pas un électron libre, voilà, qui navigue en fonction des modes. Ça, c'est donc le Tsafoun. Tsafoun Barer débouche sur la Bracha Acharona, donc le Birkat Hamazon. Birkat Hamazon, vous l'avez compris, c'est la bracha de l'existence, puisqu'on est passé par toutes ces étapes. Et enfin, Hallel Nirtza. On finit par le Hallel, loué à Kadosh Baruch Hu, parce que c'est un cantique, cette histoire, c'est une véritable chant. Et Nirtza Jetag. Voilà un petit peu, en très rapide, le 15 étapes du Seder. Je commence maintenant les questions. Je m'inspire ici, intégralement à partir de cette deuxième partie, d'un shiur magnifique qui a été transmis par le Rav Shmuel Levin, le Chabad de Deauville, que j'ai écouté l'année dernière, que j'ai réécouté cette année. Je pense que c'est vraiment vaut le détour. Par contre, âme sensible, ça se tenir. Vous pouvez dire que maintenant vous avez un rendez-vous. Parce que ça va être bousculant. Je vous préviens. C'est bon ou pas? Alors regardez, 4 questions. En fait, je vais faire 2 questions parce que j'ai pas trop le temps. La première des questions que je vais poser, c'est la suivante. Hallel Nirtza, c'est la 15e étape. Nirtza, qu'est-ce qu'on fait? Ouvrez vos Agadot. Il y a marqué Leshana Abba Birushalem et Benouya. Ouais, vous l'avez ici. Et on finit en disant Chassal Sidur Pesach Kil Chato. On a fini le Seder de Pesach. Kechol Mishpat Vekuto. Kasha Zachinu le Seder Oto Ken Ziniskela Sotzach Shochen Meona. Et comme on l'a fait, qu'on puisse le faire demain au Beth Amikdash. Voilà. Demande le Maharal de Prague, c'est pas une étape ça. Et d'ailleurs, Nirtza en hébreu vient de Rotse. Rotse c'est je veux. Et Nirtza c'est je suis voulu. C'est passif. Je suis agréé. Je suis désiré. Nirtza. Mais je vois bien que c'est passif parce que tu fous rien là-dedans. Hallel, t'as chanté un Hallel. Alors vous avez Achad Gadia, ok, Echad Miodea, du facultatif, ouais. Donc la question est la suivante, c'est quoi cette étape? Kadesh, t'as fait un Kiddush. Urukrat, tu vas... Là, il n'y a rien. Donc il demande, le mari, tellement il demande, il dit, on va l'effacer cette étape. On va dire en fait, il y a 14 étapes, pas 15. C'est Hallel Nirtza, c'est en même temps. C'est le package, ok? Il efface, ça c'est le maral. Deuxième chose, le Rabbi Yitzhak de Berditchev pose une question géniale. La fête s'appelle Chag HaPessah, on l'appelle Chag HaPessah. C'est faux en fait. C'est les Chachamim qu'on dit comme ça. Mais la Torah l'appelle ça Chag HaMatzot. Les Chachamim ont décidé, non, on va l'appeler Chag HaPessah. Bon, ok, c'est pas grave, hein, il y avait plusieurs symboles. Ouais, donc on a choisi l'un ou l'autre, on pourrait dire comme ça, ouais. Rosh Hashanah, tu dis Rosh Hashanah, d'autres vont dire, bon, c'est Yom Petit Khater, je sais pas, ouais. Vas-y, Caron. Ouais, c'est ouais. Alors voilà, non. Alors l'appellation des Chachamim, demande Rabbi Yitzhak Berditchev, est fausse. Pourquoi elle est fausse? Parce que finalement, Pessah, ça dure combien de temps? Même pas une nuit, 12 heures. De midi, au moment où on pouvait faire la statue, jusqu'au soir, il faut manger avant Chatzot, avant 1h30 de nos calendriers, ouais. Donc c'est 12 heures. La vraie fête, c'est Chag HaMatzot. Vous devez avoir sur les étiquettes Kacher les Matzot, pas Kacher les Pessah, ça veut rien dire. Tu vas dans quel projet ce Matzot? Ouais. Dans quel projet tu vas? Pas ce Pessah, ce Matzot, ouais. Bah, le sacrifice Pessah, c'était, on avait pris un agneau, l'idole de l'époque,
et on va lui trancher la gorge pour récupérer le sang pour badigeonner. On va le manger avant minuit. Donc ça a duré 12 heures en tout. Après, il n'y a plus de Pessah, c'est fini. Après, il n'y a que des matzot. Ça veut dire, si tu veux manger, et encore, d'après certains avis, même le Hametz, il a duré qu'un jour à l'époque, c'est pas grave. Mais aujourd'hui, il dure 8 jours ici et 7 jours en Israël. Donc en fait, c'est quoi? C'est que si tu veux manger du pain, alors il n'y a pas de pain, monsieur, il y a de la matzot, c'est tout. Le menu, c'est matzot, c'est tout. Tu es obligé de manger du pain. Ouais. À part le soir du Seder, tu es obligé de manger des matzot. Et le mitzvah de manger des matzot. Donc c'est quoi l'idée? C'est qu'on change de menu, c'est tout. Et c'est quoi ces matzot? Il n'y a plus de Pessah, c'est fini. Donc pourquoi la notion de Pessah est venue s'étendre sur toute la fête? Ça, c'est la deuxième question. Troisième question, et là, ça va être plus dur. A priori, vous avez compris que la Haggadah, le soir du Seder, est là pourquoi? Pour essayer d'éveiller les enfants à notre histoire de la sortie d'Égypte. Ouais, la sortie d'Égypte. Qu'on doit parler de la sortie d'Égypte, vous êtes d'accord ou pas? Parce qu'il y a marqué dans la Torah, Veigata levincha bayom haou, tu devras dire à ton enfant que bayom haou, ce jour-là, ouais, Hachem nous a sorti d'Égypte, c'est pour ça qu'on est là maintenant. Donc j'imagine qu'on va faire du teasing auprès des enfants et Shabbat, faites la sieste parce que ce soir, on va vous raconter un truc de malade à la sortie d'Égypte. Ouais. Bon, alors moi je vous mets la Haggadah et j'essaie de comprendre dans quelle mesure celui qui a écrit la Haggadah, le maître, il va coller avec le teasing. Ouais. Alors ça commence par Alachmania, voici le pain de misère. Bon, ok, d'accord. Une sorte d'introduction avant de parler de la sortie d'Égypte. Voilà ce qu'on a mangé. Ouais, on a mangé. Et voilà. Ensuite, Manishtana Lailazé. Quelle différence y a-t-il entre cette année et les autres? Toutes les autres, on mange des questions. Bon, ok, je peux imaginer que c'est le préliminaire à la sortie. Donc je tourne ma Haggadah. Et là, ça commence. Génial. Les enfants, vous écoutez bien. Avadim Aïnou les pharaons Bébitzraïm, on était des esclaves en Égypte. Hachem nous a sortis avec une main forte et un bras étendu. Et que vous savez, les enfants, si il nous avait pas sortis, on serait encore là-bas, hein, en Égypte, nous. Et vous savez quoi, les enfants, même si on était les plus grands Chachamim, les plus grands connaisseurs de la Torah, vous connaissez toute la Torah, les plus grands savants, on a une mitzvah de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. Ouais. Waouh, les enfants commencent à monter. Waouh, ah, c'est génial. Alors vas-y, raconte-moi. Attends, 2 secondes. Je voulais juste te dire un truc aussi que Maaseh Rabbi Eliezer, pardon. Ouais. Rabbi Yehoshua, Rabbi Eliezer, Rabbi Zara. Donc, et tu sais quoi, à tel point qu'il y avait 5 les plus grands maîtres de la Mishnah, Rabbi Akiva, tu connais Rabbi Akiva, ils étaient assis à Bnei Brak et toute la nuit, ils ont fait tellement qu'ils ont même oublié le soleil qui se lève. Donc les élèves disent, fais gaffe. Waouh, donc les enfants commencent vraiment à s'exciter. Waouh. Là, ça chauffe, c'est sympa, ouais. Et j'ai oublié de te dire aussi un point. Amar Rabbi Elazar ben Azariah, tu sais, moi j'ai, comme si j'avais 70 ans et j'ai pas eu la chance que ce soit mentionné à la sortie d'Égypte. Alors là, ça n'a aucun rapport avec la sortie d'Égypte. Parce qu'on parle de mentionner à la sortie d'Égypte tous les soirs de l'année dans le schéma. Est-ce que le schéma on fait 2 paragraphes ou 3 paragraphes? Il a réussi à avoir gain de cause avec un pile-poule, c'est-à-dire avec une gesticulation talmudique. On fera même le soir, pas le matin, pas que le matin 3 paragraphes, on fera aussi 3 paragraphes le soir. On mentionnera la sortie d'Égypte dans le schéma. Waouh, c'est hyper excitant ça, disent les enfants, ouais. Et à un moment, il y en a un qui doit dire un peu, il dit, papa, peut-être que tu commences parce que non, sinon on va s'endormir quoi. Il est déjà, là, il est déjà 23h là, je vous dirais, je vous prédis qu'il sera déjà 23h à ce moment-là, ouais. Donc, et en plus, les enfants n'auront pas fait la sieste parce qu'on n'arrive jamais à faire la sieste. Et alors on commence. Baruch Hamakom Baruchou. Béni soit Kadosh Baruch Hu, béni soit-il, des louanges d'Akadosh Baruch Hu, c'est bien, super, ouais. Et tu sais quoi, quel que soit l'enfant, soit Tam, Racha, il doit, participer. Papa, mais on est tous là, c'est bon, je m'en fiche des enfants de Racham, ouais, Racha, je suis là, pas de soucis, ouais. Racha Mahomer, mais papa, ok, on est là, on est bon. Vas-y, starting block, ça confirme. Tam Mahomer, vas-y, ouais. Génial. Ah là maintenant ça va commencer, bon après, Shem. Mitechila, au début, Ovde Avodazarayu Avotenu. Nos pères étaient des idolâtres. Quoi, en Égypte, on a fait. Non, je ne parle pas d'Égypte là. Je te parle de Terach, le père d'Abraham. C'est exactement 500 ans avant l'histoire d'Égypte. 500 ans. Ouais. C'est en 1900. Ouais. 1948, Abraham né. Donc, mais qu'est-ce que tu me racontes? Une vieille histoire. Et il était là-bas. Et tu sais que Hachem, donc il a pris Abraham. Et il a extrait de ce bain de Avodazara, d'idolâtrie, et voilà, et puis il a eu des enfants, ainsi de suite. Ah, ok, très bien, bon, ok, puis c'est l'air, t'avais besoin de mettre un prélude. Et tu sais, Baruch Shemer Haftarah, que Hachem, il est extraordinaire, il a accompli sa promesse.
Parce que normalement, on aurait dû, dans la promesse d'Abraham, rester 400 ans, on est resté que 210 ans. Donc il est trop sympa. Akadosh Baruch Hu, il est trop sympa. Ouais, il est très sympa chez moi, il est vraiment sympa, ouais. Mais j'attends toujours la sortie d'Égypte, dit l'enfant, ouais. Et là, le chant que tout le monde connaît, Veishem Dalavote, Nouvelanu, Veishem Dalavote. Chez l'Oechad Bilvad, il n'y a pas un seul qui a voulu nous détruire. Donc en fait, l'histoire d'Égypte n'est pas une histoire Isolé. tellement essentielle, puisque c'est chaque année la même chose. Il y a toujours des gens qui se lèvent et Akadosh Baruch Hu nous sauve. Waouh, c'est beau. Ok, maintenant on peut commencer où? Il n'y a pas de souci, on commence tout de suite. Seoulman Mabikesh Lavan Arami. Sors et regarde ce qu'il a voulu faire Lavan. Shkunada, c'est qui Lavan? Lavan, en fait, vous savez, c'est le beau-père de Yaakov, puisque vous ne connaissez pas bien l'histoire. À Aouda, donc tu es encore en train de me raconter des histoires de la préhistoire. La préhistoire, ouais. Et alors c'est encore incroyable, parce que tu sais quoi? Toi, tu crois que Pharaon, c'est la bête noire, ouais. Mais tu sais, en fait, c'est un petit joueur à côté de Lavan. Parce que Lavan. Donc tu es en train de me dire que quoi? Que Lavan, il est pire que Pharaon. Donc en fait, tu es en train de me dire, on va te raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. En fait, cette histoire, elle est complètement bidon. L'histoire beaucoup plus croustillante, c'est celle de Lavan et de Yaakov. J'en peux plus. Là, j'en peux plus, ouais, c'est un truc de fou. Alors vas-y, on y va. On y va. Et là, alors regardez, là maintenant, il faut qu'on commence à raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. Ouais. Donc là, on a fait plein de drachotes sur l'histoire de Lavan. Et là maintenant, le Balagada pourrait avoir une technique très simple qui s'appelle, tu veux parler de la sortie d'Égypte, c'est génial. Tu as deux parachutes qui en parlent dans la Torah. C'est la paracha de Vaïra et de Beau. Vaïra et Beau, Moshe, le buisson ardent, le truc et tout. Magnifique. Donc on n'a qu'à maintenant arrêter, on prend le Chumash, Vaïra et Beau, on lit, on explique, tout va bien. Le Balagada, il était allé prendre trois petits versets, dans la mitzvah de Bikurim, dans la paracha de Kitavo d'Evarim, et là-bas, il te prend ces trois versets, et il va te les décortiquer. Vaïra nounou, Beavodakasha, des trucs, mais complètement fous. C'est-à-dire que des versets que personne ne connaît en général, parce que personne n'a fait la mitzvah des Bikurim, puisque c'est plus d'actualité. Et c'est des drachotes complètement folles. Je vous dis honnêtement, s'il y a un enfant qui ne dort pas à ce moment-là, c'est soit un génie, soit un hyperactif. Ouais, c'est pas possible, ouais. Donc c'est vraiment, Bémet, on comprend pas Bémet la pensée, ouais. Donc on continue. Et après, enfin, Baruch Hashem, ouais. Baruch Hashem. Obemoftim Zech Adam, Kemoshenema. Et là, enfin, on finit sur les plaies, les 10 plaies. Ah, enfin, donc on va parler des plaies. Non, rapide. Dam, Tzadea, Kinim, et tu sais quoi, encore plus rapide. Tetzar, Adash Be'achav. S'il y a des enfants en P1 ici, ils connaissent les notions de mnémotechnique. Donc on va aller très vite sur les plaies, ouais. Donc c'est en Tetzar, Adash Be'achav. Nom de code. Nom de code. Mais tu crois qu'avec des gamatriotes, tu vas réveiller des enfants? C'est quoi ce délire là? Avec des comment ça s'appelle, des rachétévotes, des initiales, c'est pas avec des initiales. Quoi, ouais. Et là, on y va. Alors, il y a 10 macotes, mais tu sais quoi? C'est une petite histoire la 10 macotes, c'est un petit jeu. Parce qu'il y a 250, d'après certains, dans la traversée de la mer Rouge. Waouh! Ça veut dire c'est un truc, quand tu te mets à la place de l'enfant, tu te dis, mais attends, mais c'est pas possible, c'est un truc de fou. Vous comprenez pas? On ne parle pas, on les annonce. Un programme, on s'y tient pas. On aurait dit presque, le bonhomme il va au cinéma, tu vois. Et bon, il y a toujours comment dire, les pubs au début, ouais. À 10 minutes, quoi. Hollywood chewing gum, Coca-Cola, ouais, tu vois. Donc, et puis, un quart d'heure, une demi-heure, une heure et demie, on lui dit, mais attends, mais quoi, c'était ça le film? Mais c'est ça qui se passe, là, c'est un truc de fou. Ça, c'est la troisième question. La dernière question, elle est incroyable. On est censé faire des questions-réponses, éveiller les enfants, ouais. La Mishnah, elle dit Mosgim lokos sheni. On a bu un premier verre, on va servir un deuxième verre. Et là, Kana ben Shoel, l'enfant demande c'est bizarre, pourquoi un deuxième verre? Ouais. Et les enfants sont censés être éveillés, enfin se poser des questions. Pourquoi depuis tellement d'années, je sais pas vous, mais en tout cas depuis tellement d'années, ça n'a jamais marché? J'ai jamais vu un enfant qui était intrigué par le soir du Seder. De fou. Le Rambam il dit que tu vas mettre des égosines, des noix là-bas sur le truc pour éveiller la... Ah, pour qu'il y ait des noix. Sauf que le Rambam il dit à chaque fête tu mets des noix. Donc évidemment c'est normal que l'enfant n'est pas du tout intrigué. Le Rav Kook qui pose une question incroyable. Il dit waouh, un deuxième verre, c'est incroyable ça. Comment ça c'est incroyable? Vous connaissez une table de fête où il n'y a pas au moins 2, 3, 4 verres de vin? Enfin je sais pas, il n'y a rien d'extraordinaire là-dessus. Quand on boit du vin, il n'y a pas un verre. Donc depuis quand l'enfant, quand tu vois le deuxième verre, il dit oh là là, ça pisse. Oh bah il y a un deuxième verre de vin, il y a un truc qui est en train de se passer là. Il y a un truc que papa et maman préparent là. C'est
c'est pas possible. En fait, il n'y a rien d'exceptionnel. Tout est exceptionnel dans la Torah. Les Sukkot, c'est exceptionnel, les gens comme ça, avec leurs trucs et tout. Donc en fait, il n'y a rien qui émeut un enfant. Donc à quoi on joue là-dessus? C'est quelque chose de complètement fou. Je revois ma petite fiche là, électronique. J'espère que je vous ai tout dit. 2 secondes. Mais est-ce que vous êtes bien d'accord que c'est quelque chose d'assez bizarre, ce point, ouais. Maintenant, dernière, surtout dans cette question de l'émerveillement, regardez comment c'est fou. La Mishnah dit comme ça, l'enfant doit s'éveiller par rapport au deuxième vers. Ve'imen lo da'at, et s'il est un petit peu, pas très intelligent, alors le papa, il va lui souffler les questions. Et donc l'enfant va dire Man ishtana alayla mikol alelot. Et là, extraordinaire, vas-y Mandy, monte sur la chaise. Man ishtana. Et tout le monde applaudit, tout le monde est content. Mais on oublie que la Mishnah a dit ça, c'est pour l'enfant qui n'a pas de da'at. Donc on est en train d'applaudir la faillite de notre éducation et notre incompétence à pouvoir permettre aux enfants de susciter des questions. Voilà, c'est la 4e question. On est bon ou pas? Je vais essayer de répondre rapidement maintenant. Le Yesod, il est là. On va lire une Veisha Amda la votée nouvelle à nous. Mais là, on s'accroche, les amis. C'est elle qui nous a sauvés à travers les siècles. Car, Bechol Dovador Omdim Alenu. Chaque génération, on se lève pour nous détruire. Ve'akadosh Baruchu Matsilenu Miyadam. Akadosh Baruchu, il nous sauve de leurs mains. Béhémet, pour de bon. Hachem, il nous sauve des goïms. Il nous a sauvés dans la Shoah. 6 millions de juifs, ils sont partis où? Ils ont été sauvés. 7 octobre, ils ont été sauvés. Torquemada, ils ont été sauvés. Rabota, il y a un passage dans la Torah qui dit qu'en fait, le peuple juif est condamné à être Mété Mispar. Petit peuple. Vous avez remarqué en fait qu'on n'a jamais dépassé 15 millions à travers les siècles. Avec notre degré de religiosité, ouais. Regardez à Bnei-Brak, taux de fécondité c'est 6 par femme. 6 par femme. En France, c'est 1,8. On n'arrive même pas à assurer la renouvellement. Ouais. Donc normalement, on devrait être des milliards. Des milliards, des mètres. Les Juifs, on devrait être des milliards. Les Chinois à côté de nous, c'est des Playmobil à côté de nous. Ils sont des Playmobil, ouais. Ouais. Mais c'est fou. C'est-à-dire qu'on le veuille ou pas, il y a un truc à se poser comme question. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que jamais Akadosh Baruch Hu a dit qu'il allait protéger les Juifs. Il a juste dit que Netzach Israël o Yeshaker. Il y a une éternité du Ham Israël, mais on t'a pas dit combien. On t'a jamais dit combien. Qu'il y ait des Juifs à la fin des temps, il y aura toujours. On t'a jamais dit combien. Regardez, on n'a jamais dépassé 15 millions. Il y a des époques où le peuple juif c'était 2 millions de personnes dans le monde. C'est une blague. C'est une blague. Ça, c'est la première des réalités. Des Isha Amda. Maintenant, une fois qu'on a bien saisi ça, alors, on fait le Maguid. Le Maguid, c'est le point sans plan. On a dit, mais pourquoi on ne raconte pas l'histoire autour du pot? Réponse. Le Rav Yosef B.R. Soloveitchik, le Rav des États-Unis, J.B. Soloveitchik, il dit un truc extraordinaire. Maguid, c'est un 6e sens. Je vous ai donné 5 définitions la semaine dernière. Je vous donne une 6e. J.B. dit la chose suivante, un truc incroyable. Il dit que Maguid, il y a dans la Mishnah, Kevan She'igid Shuvan Choser ou Maguid. Un témoin qui fait un témoignage, il dit voilà, Réhouven a emprunté à Shimon 1000 euros, il ne peut pas venir demain en disant non, en fait, je blague. Enfin, je blague pas. Ça veut dire il n'a pas emprunté 1000 euros. Il ne peut pas revenir. Quand tu as déposé un témoignage, tu ne peux pas revenir en arrière, point barre. C'est bloqué. Ok? Donc les Hagids, c'est témoin. Le Maguid, et ça en fait qu'il faut essayer de comprendre, le Maguid, c'est essayer de prendre conscience personnelle que nous sommes des témoins d'une histoire tragique. Et nous sommes plus que ça, les rescapés d'une histoire tragique, parce que chaque juif doit se poser la question, qui est encore vivant, comment se fait-il que j'ai échappé soit à la Shoah, soit au pogrom dans le Maghreb, soit à la Shoah spirituelle de l'assimilation. Moi personnellement, tous mes cousins germains qui ont 20 ans de plus que moi, tous, parce que mon père s'est marié tard, sont tous avec des goyim et des goyim. Tous. C'est du 100%. Je dois me poser la question, comment se fait-il que je suis là? Comment c'est dit que vous n'êtes pas ici maintenant, tous réunis ici dans un restaurant pas caché? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc, il y a un bug là. C'est-à-dire qu'on est tous rescapés
Il y a un tous rescapé d'une histoire. Et le problème du rescapé, soit du CDR, te fait prendre que c'est un rescapé. Le grand problème du rescapé, c'est le syndrome du rescapé, qui est le suivant. La Pologne a été frappée à 90%. 3 millions de juifs avant la guerre, plus que 90 000 après la guerre. La Hollande, de la même façon, 100 000 juifs avant la guerre, 10 000 après la guerre. 90% amputés. Sauf que les Hollandais ont cette différence, c'est qu'ils sont tous rentrés en Hollande. Les Polonais ne sont pas retournés en Pologne, c'est une terre maudite. Il n'y a pas de juifs en Pologne, jusqu'à aujourd'hui. Donc ils ne sont pas retournés. Maintenant, regardez comment c'est important. Lorsque les Hollandais sont revenus, ils arrivent et puis voient dans leurs habitations les ouzottes arrachées. Et là, ils disent, waouh, mais c'était mon oncle qui habitait ici, c'était un grand ami Chacham, c'était un tzaddik, c'était le chef de la communauté. Et lui, il est beaucoup plus méritant que moi. Et lui, il est resté dans l'école et moi, je suis sauvé. Mais je ne mérite pas autant que lui. Donc il y a un bug ici. Donc il a deux questions, le rescapé. Il dit pourquoi la Shoah, c'est une question métaphysique. Mais pourquoi il y a eu ce random, ça a l'air un random, que les personnes les plus méritantes, en tout cas par rapport à moi, je ne suis pas un tzaddik et lui, il est un tzaddik, il est parti. Donc il y a un problème ici. Il y a un bug. Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience que je ne comprends pas pourquoi j'ai été sauvé. Ça, si vous voulez, c'est la posture du rescapé. On est censé, regardez comment c'est incroyable. On a dit, pourquoi on ne raconte pas le Maguide? Parce que ce qu'on veut te raconter dans le Maguide, c'est essentiellement que l'histoire des Juifs, c'est l'histoire de quelques individus qui ont réussi à surnager. On te commence par Abraham, qui a échappé à ce bain d'idolâtrie. Vaikar Otto, il y a une personne. Au bout du compte, des sorties d'Égypte qui rentrent en Israël, il n'y en a que 2 personnes. Maintenant, regardez comment c'est dingue cette histoire. Sur les 600 000 sorties d'Égypte, sur 600 000, ouais, c'est 600 000 hommes, c'est des 600 000 familles, 3 millions de personnes. Tu peux compter normalement par 600 000 hommes, je pense 1 sur 2 qui est Bechor. 600 000 qui est Bechor, ouais. Quand on va faire le compte des Lévi'im, il y a en tout 22 000 Bechor, qui sont l'équivalent des... Où sont passés les 90%? Vous savez où sont passés les 90%? Ils sont passés dans Pessah. Vous savez quoi Pessah? Pessah, on a posé la question, mais pourquoi c'est toute la fête qui est Pessah? Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il a demandé de mettre les linteaux. Vous savez quoi? 90% des Juifs n'ont pas osé le faire. Trop peur de l'endroit où ils étaient. Et donc, c'est extrêmement complexe pour eux. Tout le monde ne l'a pas fait. Et donc, lorsque Hachem, il a enjambé les montagnes, les maisons, c'est pas que entre les Juifs et les non-Juifs. C'est un enjambement aussi entre les Juifs et les Juifs. Ça veut dire qu'en fait, il y a, historiquement, en permanence, un filtrage dont on ne connaît pas les recettes, parce que finalement, tu vois qu'il y a des tzadikim qui partent, donc tu ne connais pas les paramètres du filtrage, qui fait qu'en fait, les Juifs qui sont là, sont des personnes qui sont des rescapés. Si tu es rescapé dans la vie, tu dois prendre conscience que tu as un message à passer. Ah, tu comprends pas pourquoi? Parce que t'es pas un grand tzaddik, t'es pas... Ok, t'es pas religieux, tout ce que tu veux. Mais c'est sûr que t'as quelque chose à apporter. Donc si vous voyez qu'il y a tellement de juifs qui sont des prix Nobel, c'est qu'ils ont intuitivement compris que c'est pas normal qu'ils vivent. Et s'ils vivent, ils doivent améliorer le monde. Donc certains vont le mettre dans le canal de la chimie, de la physique. On va faire Einstein, ouais. Mais c'est ça en fait la réflexion. Le soir du Seder, c'est un soir durant lequel on doit prendre conscience à quel point on est des rescapés. Et des rescapés qui sont censés dire à leurs enfants: vous êtes vous aussi des rescapés. Et c'est une charge extrêmement forte, et c'est la raison pour laquelle le paradoxe incroyable, le Korer, c'est finalement un mélange de liberté et d'esclavage. En fait, c'est la tragédie typiquement juive. Donc je porte en moi tous les cadavres de l'histoire, mais en même temps j'ai la joie d'être vivant et de faire quelque chose dans ma vie. Ça, c'est l'enjeu essentiel. Et vous comprenez à partir de là toutes les questions qu'on a posées. 1 sur Pessah. 2 sur le Maguide. Le Maguide, en fait, c'est quoi le Maguide? C'est qu'est-ce que tu vas prendre pour témoigner? Manishtana, c'est pas entre cette nuit et l'autre, non. Manishtana entre moi et mes cousins. C'est ça le Manishtana. Entre moi et mes copains de classe. C'est-à-dire que c'est dingue ce qui s'est passé. Entre moi et les copains de la choule qui se sont peut-être assimilés totalement. Entre moi et les personnes qui sont, que je préserve, parties à Gaza. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est incroyable là-dedans. Tu dois te poser cette question Manishtana. Ça, c'est toute la... Et on va s'intéresser qu'aux individus. Et maintenant, quand on parle des plaies, tu sais quoi, on parle en mode code. Vous savez, les gens qui ont vécu des grosses expériences ne sont pas très... Ils ne cherchent pas beaucoup. Ils ont le code. Ah, tu te rappelles, le romarin, le romarin. Parle en code.
Comprenez-moi, des tsaradash lara, c'est des codes de rescapés. C'est une communication typique rescapée. Ça, c'est exactement ce que veut te faire véhiculer la Gada. Maintenant, on a posé la question, mais c'est quoi Nirtza? C'est pas une étape, Nirtza. Mais si t'as pas compris, c'est ça le sommet. Nirtza, ça veut dire, je suis agréé. J'ai été choisi. C'est pas le peuple élu, c'est l'individu élu en fait. La Gada, c'est l'histoire de l'individu élu. Nirtza, ça veut dire, j'ai pris conscience, toutes ces étapes me font prendre conscience que je suis là, et si je suis là, c'est que j'ai quelque chose à faire. Chacun à son niveau. Ça, c'est l'enjeu essentiel de toute la Haggadah. Ouais. J'espère que j'ai rien oublié, mais voilà un petit peu le message. Ouais. Et d'ailleurs, dernière chose que je voulais dire, on parle de Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'il va faire Rabbi Akiva dans la Haggadah? Oui, c'est génial, Rabbi Akiva. Comprenez, Rabbi Akiva, il avait 24 000 élèves. Ils sont tous morts. Il ne reste plus que 5. C'est l'archétype des personnes qui ne comprennent pas ce qui se passe dans le monde et qui repartent à zéro à partir de rien. Et toute la Torah qu'on a aujourd'hui, c'est de ces 5 élèves. C'est complètement fou comme histoire. C'est que des histoires d'individus qui ont réussi dans leur plus grande solitude à refaçonner le monde. Ça, c'est toute l'histoire de la Haggadah. Et en fait, la Haggadah veut t'amener à comprendre que tu es comme ça. Et que tes enfants, ils doivent comprendre ce message. Combien de personnes sont malheureusement dans les Alpes de l'assimilation qui vivent avec des goïms, je ne sais rien. Mais ce qu'on leur dit, c'est pas qu'en fait un goy, c'est pas bien. C'est pas qu'on leur dit qu'il est méchant, au contraire, ils sont parfois hyper gentils. Et le couple s'entend hyper bien. Mais ce qu'on essaie de leur dire, c'est que tu peux pas te soustraire à cette chance incroyable d'être encore un juif, un prototype, un rescapé, que tes aïeux t'ont chargé d'une mission. Si tu es juif aujourd'hui, c'est qu'en fait, il y a des aïeux qui étaient prêts à mourir sur le bûcher. Eh bien en fait, ça, tu as une responsabilité par rapport à tes racines. Tu ne peux pas faire autrement par rapport à ça. Ça, c'est tout l'enjeu. On peut relire toute la Haggadah dans cette perspective. Ça change complètement le panorama. Je vous souhaite Pessah Kajavé Sameach. Voilà.